Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing de François. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un invité très spécial, Monsieur Jean-Pierre Petit, qui est un physicien français, scientifique français, ancien directeur du CNRS, spécialiste de ce qu'on a appelé la magnéto-hydrodynamique, qui est un sujet, on va voir, intéressant, surtout dans ce qui a trait à la guerre en Ukraine. Jean-Pierre Petit, bonjour et merci de nous donner de votre temps aujourd'hui. Bien, bien. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est, je sais que vous avez fait plusieurs vidéos sur cette technologie depuis 2018. Peut-être que vous pourriez nous présenter un petit peu cette technologie et nous expliquer son application, on va dire, à ce qu'on a appelé ces missiles hypersoniques. Vous savez, ce qui est terrible, c'est d'être en avance sur son temps. Parce que, effectivement, ce genre de choses-là, j'ai commencé à m'y intéresser en 1975, c'est-à-dire il y a 47 ans. Et puis j'ai abandonné en 1988 devant l'impossibilité d'intéresser les Français à une discipline comme celle-là. Alors, de quoi il retourne? Eh bien, vous savez que quand un avion vole et qu'il atteint la vitesse du son, il y a un phénomène de compressibilité qui se produit. Au-delà de la vitesse du son, il y a une onde de choc qui se produit devant. Cette onde de choc, elle a deux effets. Le premier, c'est qu'elle crée une traînée très importante. Par exemple, quand Concorde volait à Mach 2, il consommait la moitié de son énergie faire du bruit. Il avait ce qu'on appelle une traînée d'onde. En plus, il y a un échauffement, c'est-à-dire que le bout du nez de l'appareil était porté à 200 et quelques degrés, etc. Bon, voilà les effets du vol en supersonique. Maintenant, quand on commence à monter au-delà du supersonique, quand on aborde le domaine de l'hypersonique qui commence à Mach 5, à ce moment-là, on a des températures qui ne correspondent plus du tout à la technologie. On ne peut plus faire marcher un appareil dans lequel la température d'arrêt dépasse 6000, 7000 degrés. Vous voyez, et puis même les traînées sont absolument considérables. Donc la seule réponse possible, c'est d'empêcher l'onde de choc de se produire. Alors, je vais vous raconter une anecdote que je trouve assez amusante, d'ailleurs. Quand j'ai commencé... alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ces histoires d'ondes de choc et de MHD? Eh bien, parce que dans les années 60, en 66, 67, ou quelque chose comme ça, eh bien, j'avais une sorte de canon à plasma dans lequel on tirait un gaz ionisé à vitesse supersonique et on arrivait à créer une onde de choc par des forces électromagnétiques. Et moi, un jour, j'ai regardé ça, je me suis dit, tiens, c'est curieux, on arrive à créer une onde de choc sans obstacle mobile, et peut-être qu'on pourrait enlever les ondes de choc sur les obstacles. Ça paraissait assez logique. Donc tout ça, ça nous a amené à faire beaucoup de choses. J'ai déjà raconté ça dans des livres, des choses comme ça. Et simplement, je peux vous donner un peu la réaction du CNRS. Ça se trouve dans un rapport que j'avais lu dans mon dossier CNRS, qui se trouve dans les archives. Et effectivement, quand la direction du CNRS s'est trouvée face à une histoire comme ça a été jusqu'à l'envoi d'un courrier à un expert américain en lui posant la question, nous avons chez nous quelqu'un qui veut faire supprimer les ondes de choc, est-ce qu'il a un grain, carrément? Est-ce qu'il n'est pas bien? Et la réponse a été I don't see any strangeness in it. Non, c'est pas bizarre. I can testify this man is a normal mental condition. Je peux vous assurer que ce type jouit de tous ses esprits, vous voyez. Alors, quand on a une idée vraiment révolutionnaire, la première chose qu'on fait, c'est que les gens vous prennent pour un fou. C'est extraordinaire, voilà. Bon. Alors, il y a beaucoup de scientifiques, je crois, de par le monde qui ont été pris pour des fous avant d'être reconnus comme étant des lumières. Complètement, complètement. Et cette histoire de suppression d'onde de choc, ça paraissait complètement absurde. Bon. Alors, moi, j'ai continué à me battre dans ce domaine-là. Attendez, Monsieur Petit, juste pour que les personnes comprennent, si jamais je prenais une analogie d'un bateau sur l'eau, on a vu des hydrofoils. Donc, en fait, le bateau, il rentre sur l'eau et en dynamique, son étrave va fendre l'eau et va pousser l'eau. Donc, il va dégager beaucoup d'énergie pour pousser l'eau. Et le phénomène dont vous décrivez, c'est-à-dire si jamais avec les hydrofoils, on utilise la pression, on va s'appuyer, du coup, on va éviter cette friction, c'est ça? Même à ce moment-là, il faudrait aspirer l'eau de mer avec de la MHD, on ne ferait plus de plaques d'étrave. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec mon ami Vuitton en 1976. D'accord. On s'est procuré un champ, on a réussi à faire opérer une petite maquette qui n'a plus de vague d'étrave. C'est là que je me suis dit, vraiment, ça a de l'importance. Alors après, vous savez, je suis assez connu en Russie, je vous avouerai. Je vais vous donner un exemple. Tomsk est un des centres de recherche de MHD le plus important en Russie. Et un jour, il y avait un ingénieur militaire qui était en visite à Tomsk et il tombe sur un Russe qui lui dit, vous êtes français? Oui, oui.
vous connaissez Monsieur Petit? Non. Et le Russe lui dit, Monsieur Petit, suppression de la stabilité de Velikov dans Chambre de Bonn. Et oui, j'ai continué des travaux dans des conditions complètement ahurissantes. Et je peux vous garantir une chose, c'est que ces engins hypersoniques russes fonctionnent grâce au procédé que j'ai inventé dans les années 70. Voilà. Parce qu'il y a des instabilités de plasma à gérer. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails de ce truc-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça tient debout. Donc, quand Poutine a annoncé ça, moi, tout de suite, j'ai réagi. Et je dis la chose suivante. Regardez, il y a même, je crois, un bonhomme qui a filmé l'engin hypersonique qui apparaissait. Vous avez vu que quand vous avez un appareil qui circule dans le ciel, ça met quand même un paquet de secondes. Tandis que là, vous voyez une véritable boule de plasma qui circule. Bon, ben, effectivement, c'est un truc qui va très vite. Et on ne peut pas voler à Mach 8, 9, 10 sans MHD. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, déjà, il y avait ce que Poutine annonçait déjà, c'est qu'il y avait ce missile Kinjal, le poignard, comme ça, qui était un missile hypersonique, mais il y avait également un missile de croisière nucléaire. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Bon. Alors, à un moment, les Russes ont eu un ennui avec ce missile et il y a eu une explosion qui a dégagé des substances nucléaires. Et à ce moment-là, les services secrets français ont pu effectuer des mesures pour comprendre qu'il y avait un élément de réalité derrière tout ça. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai eu la visite d'un envoyé de l'armée qui est venu me trouver. Et moi, on l'a tout de suite invité à déjeuner. Il est arrivé à 11 h du matin, il est parti à 18 h. Et d'emblée, il m'a proposé 3 000 € pour faire un petit rapport de 20 pages sur la MHD. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai pas dit ni oui ni non. Donc, il a considéré mon silence comme un assentiment. Et à ce moment-là, il s'est mis à dérouler devant moi toute une espèce de plan selon lequel j'allais former les ingénieurs français pour maîtriser cette technique. Et c'est seulement en fin de journée que j'ai dit, vous savez, même si je le voulais, ça ne sert à rien. Il y a une chose que les gens doivent comprendre, c'est que cette avance scientifique et technique des Russes, c'est un peu comme l'équivalent du passage des machines thermiques aux machines nucléaires. Imaginez que nous soyons dans un pays où nous fabriquons notre électricité avec des générateurs qui marchent au pétrole. Imaginez que nous ayons des bombes avec des explosifs chimiques. Et tout d'un coup, quelqu'un dit, oui, il paraît que dans un autre pays, ils ont des explosifs nucléaires et des générateurs nucléaires. Vous ne pourriez pas nous faire un petit papier de 20 pages pour nous expliquer de quoi il retourne? Ben moi, j'ai répondu, c'est très simple, c'est 1000 personnes pendant 20 ans. Voilà. C'est ça l'écart. Et donc, 1000 personnes pendant 20 ans, des mathématiques, de la physique, une forme d'ouverture d'esprit, parce que quelque part, si on vous a pris pour un fou avant d'être une lumière, il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit dans la science. Juste un petit détour par la science en France. Quel est de votre point de vue son état aujourd'hui? Ben, vous savez, avec beaucoup de mal, j'ai un 4e livre qui va sortir aux éditions Très Daniel qui s'appelle Recherche scientifique à naufrage mondial. C'est pas qu'en France. Il se passe la chose suivante, ce que j'explique dans ce bouquin. Il y a eu 60 glorieuses. 60 glorieuses, c'est la science conceptuelle de 1895 à 1960. Et là, pendant ces 60 années, l'expérience, l'observation et la théorie ont marché main dans la main. Quand on prévoyait quelque chose par l'observation, par le calcul, ça marchait. Et puis quand il y avait un nouveau phénomène, on arrivait à l'expliquer. Et tout d'un coup, en 1960-70, tout s'est mis à se bloquer. Et simplement, ce que les gens doivent savoir, c'est que depuis 1970, rien n'a été trouvé, c'est tout. Voilà. Alors, j'ai expliqué ça dans un livre. Alors, quand vous me posez la question, comment est-ce qu'on fait pour innover en science, c'est très difficile. Regardez, par exemple, la situation dans laquelle je me trouve avec la cosmologie. C'est typique. Voilà. Et donc, une science, on va dire, qui aurait pu, puisque vous l'aviez développée, vous l'aviez imagée, vous l'aviez imaginée, les Russes l'ont fait. Donc. Sont faits, bien sûr. Moi, je dois être très connu là-bas, vous savez. Bon, ça fait et vous n'avez pas déposé de brevet ou déposé de propriété intellectuelle sur ces éléments-là? Mais moi, je suis contre les brevets, je m'en fous. Pourquoi c'est pas, vous savez, il y a une chose qui est terrible, c'est d'être en avance sur son temps. Pour la MHD, c'était 47 ans d'avance. Bon, maintenant, pour la cosmologie, c'est pareil. Je veux dire que on est consterné devant la rigidité des structures étatiques face à ça. Que faire? Je ne sais pas. Je sais pas. Donc, revenons un petit peu à cette supériorité. Donc, vous, d'un point de vue
scientifique, et bien sûr, on ne peut pas peut-être le juger complètement d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue scientifique, vous estimez l'avance des Russes, donc leur supériorité militaire. Donc, si jamais cette technologie fonctionne, et comme on l'a vu, elle fonctionne, elle est applicable, elle leur confère une supériorité qui veut dire que tous les milliards qu'on a investis dans notre défense nucléaire, dans notre défense, devient quoi? Obsolète aujourd'hui ou... Complètement, complètement obsolète. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez qu'à un certain moment, les Américains ont dénoncé les accords ABM, le traité antibalistique missile. Alors, qu'est-ce qui se passait? On avait une Ça, c'était du temps du président Reagan, c'est ça, je crois? Oui, je crois, ou peut-être même juste avant, mais je veux dire qu'il y avait une situation où, vous savez, c'était la stratégie MAD, Mutual Assured Destruction. Chacun avait des armements nucléaires, on se disait la paix est maintenue parce que la guerre est impossible. Mais si vous vous mettez à fabriquer des armes antimissiles, à ce moment-là, vous vous protégez des armements de l'adversaire. Donc la guerre devient possible. Et à ce moment-là, Reagan a voulu lancer les Russes là-dedans en disant on va recommencer le coup qui s'était passé avec l'URSS. Ils vont être obligés de faire un effort militaire tellement énorme qu'ils vont s'effondrer. Et le groupe qui se trouvait autour de Poutine a dit non, on va choisir le qualitatif. On va dire, pour avoir une situation stratégique intéressante, ce n'est pas nécessaire d'avoir 10 000 fusées nucléaires, il suffit d'avoir une petite poignée de choses qui sont imparables. Et ces choses imparables, ce sont les drones sous-marins nucléaires russes, c'est le missile à longue portée à Mach 3,5 à propulsion nucléaire, c'est aussi l'engin avant-garde dont vous avez entendu parler. Et les Chinois me semblent en train de suivre la voie des Russes. Alors la question est de savoir comment se situe leur collaboration sur le plan stratégique et militaire. Il est possible qu'elle se fasse parce que nous faisons de ces deux puissances des alliés potentiels. Par rapport à l'Amérique, les Russes et les Chinois, qui n'ont jamais eu tellement d'affinité entre eux, ils sont obligés de devenir des alliés. Ils sont même éventuellement obligés de faire des échanges de technologies. Or, les Chinois viennent d'annoncer une chose, c'est qu'ils avaient lancé un planeur hypersonique qui a fait le tour de la Terre. Alors, comment ça marche, un truc comme ça? Eh bien, c'est un engin qui marche comme un galet qui rebondit à la surface de l'eau. Vous voyez, quand vous lancez un galet, blablabla, comme ça. Donc, vous avez un appareil qui circule à 80-120 km d'altitude, puis de temps en temps, il descend des hautes couches de l'atmosphère, et par la MHD, il rebondit. Et il peut même changer de direction. C'est pour ça que c'est tellement... La MHD a ceci d'extrêmement déconcertant, c'est la capacité de faire des virages très forts. Actuellement, un engin balistique, une fois que vous l'avez lancé, il a une trajectoire totalement prévisible. Vous pouvez l'intercepter, mais avec un engin à MHD, c'est pas possible. Le truc peut faire un virage à 45 degrés, vous voyez. Donc c'est ça. Tous ces appareils-là, y compris le missile Kinjal, ce sont des engins. Poutine le dit lui-même dans ses vidéos. Il dit que ce sont des engins extrêmement agiles, véloces et agiles. C'est l'agilité qui, en plus, vis-à-vis des armes laser, qui sont entourées de plasma. Or, le plasma, c'est un truc qui absorbe les ondes laser. Donc, les armes laser sont sans effet sur des engins comme ça. Oui. Donc, Jean-Pierre Petit, vous avez eu donc la visite de certains des émissaires de notre pays d'un point de vue militaire. Ils sont venus, ils vous ont demandé un rapport. Aujourd'hui, vous voyez donc à la télévision un certain nombre d'experts militaires parler de ces missiles, parler de la situation en Ukraine. Quand vous entendez ça, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose d'après vous? Excusez-moi le rire, parce que c'est pas possible de faire autrement. Vous savez, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait l'école supérieure d'aéronautique dans le temps, promo 61. Donc, je suis connu par les élèves de l'école, et il y a 20 ans, les élèves me disent, est-ce que vous ne pourriez pas venir nous faire une conférence à Toulouse, à l'école? Alors, je dis oui, écoutez, je veux bien, mais j'aimerais être invité par la direction. Alors, les élèves font le siège de leur direction. Finalement, il y a un professeur d'aérodynamique de l'école qui m'invite à faire une conférence. Alors, les élèves sont tout contents. Ils me disent, vous savez, il faut venir dans l'après-midi parce qu'il y aura des tas de gens, il y aura un dîner avec les représentants de l'école, etc. Bon, alors effectivement, moi, j'arrive dans l'après-midi, l'école déserte, les bureaux fermés, tout le monde avait disparu. Alors ensuite, on s'est retrouvés au dîner, seul à table, pas de représentants. Ensuite, quand je suis allé faire ma conférence, il n'y avait pas un prof, il n'y avait personne.
Alors, j'ai été obligé de me présenter moi-même. Et les élèves, après, ont été chercher leur professeur d'aérodynamique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il leur a dit, ben voilà, je rentrais chez moi, tout d'un coup, ma femme m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas un gars qui doit faire une conférence ce soir? Oh, il avait oublié. Alors, il a repris sa voiture, il est arrivé. Alors, l'amphi était bourré à craquer. Alors, il a pris une place tout à fait en haut. Et puis après, quand il a vu que j'étais tellement occupé, il n'a pas voulu me déranger. Oui. Alors simplement, j'ai dit aux élèves, vous m'avez vu une fois, ce sera la dernière. Disons qu'il y a 20 ans, j'aurais dû faire un enseignement de MHD complet à l'école. Mais c'était, ouais, il n'y a plus qu'à rire. Il ne reste plus qu'à en rire. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Et quand vous voyez donc nos militaires et les militaires sur les plateaux de télévision aller parler de la position russe aujourd'hui, donc il manque, d'après vous, une analyse stratégique, une dimension technologique, une connaissance. Qu'est-ce qui manque pour que les Français soient bien informés? Je ne sais pas, mais je me rappelle ce que m'avait dit celui qui était venu me voir il y a un an ou deux. Alors, à Paris, ils sont complètement à la ramasse. Mais vous savez, il y a une chose, c'est que c'est une technologie qu'on a complètement négligée pendant 20 ans. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit, quoi. Et donc, vous pensez que donc, nos militaires en France, notre défense nationale pour laquelle on dépense beaucoup d'argent, notre science, que ce soit la science au CNRS, au CEA, dans toutes les instances de recherche, on est tellement à la ramasse qu'on n'est pas capable de rattraper le temps perdu? Absolument impossible. La France est incapable de rattraper ce truc-là. Ce n'est pas possible autrement. Voilà. Et donc, quand on est en train de discuter en face de quelqu'un qui a cette technologie, ça lui confère une telle supériorité qu'aujourd'hui, il peut rire, comme vous venez de sourire à travers de ça en se disant, vous ne vous rendez pas compte. Ben, disons que les Russes se sont dotés de cette supériorité. Voilà, c'est tout. C'est une supériorité de fait. C'est-à-dire que les Américains ne peuvent pas, dans une guerre nucléaire, vous dites, j'ai la possibilité de vous faire très mal. Mais là, c'est la possibilité de vous faire très. Vous savez, par exemple, dans ces engins-là, il y a des drones sous-marins qui sont capables d'aller à des profondeurs de 1000 mètres de profondeur. Donc, il n'y a aucune torpille qui ira les chercher là-bas. En plus, c'est très rapide, c'est très véloce, il y a une propulsion nucléaire et ça transporte une bombe de 100 mégatonnes. Et ça, il suffit que ça se mette devant le port de San Francisco, ça fait un tsunami de 300-400 mètres de haut et ça ravage complètement la région. Mais bon, les gens disaient, mais vous vous rendez compte, c'est dément. Mais non, mais il faut que ce soit dément. Les armes nucléaires doivent être monstrueuses pour qu'on ne les utilise pas. Quand on prend le concept de bombes de théâtre, les bombes de théâtre sont des petites bombes nucléaires qu'on pourrait éventuellement utiliser. Non, il ne faut pas les utiliser. Les armes nucléaires, c'est la seule chose qui a fait qu'on n'a pas eu une troisième guerre mondiale depuis 1945. Ça n'empêche pas qu'on a eu autant de morts depuis 1945 que pendant toute la Seconde Guerre mondiale, avec toutes les petites guerres de soi-disant basse intensité qui sont produites à droite et à gauche. Si vous regardez les chiffres, c'est ça. Il faut bien alimenter l'industrie de la défense, quelque part. Voilà, bon, vous voyez, moi je pense à la chose suivante, c'est que quand on a une certaine capacité, je dirais, de visionnaire, quoi, ou qu'on a une bonne vision des choses, les gens n'imaginent pas que tout a une application militaire. Par exemple, actuellement, les travaux de cosmologie que je fais, ça débouche sur quelque chose qui serait une technologie d'inversion de la masse. Mais si un jour on arrive à inverser une charge électrique, on transformera de la matière en antimatière. Devant nous, à échelle de quelques décennies, nous avons des bombes à antimatière. Et ça, des bombes comme ça n'est plus à échelle humaine. Enfin, à échelle humaine, ce sont des bombes qui sont capables de vitrifier le sol, vous voyez, des choses comme ça. Et ça, bon, moi je pense, j'avais écrit un livre dans le temps qui s'appelait Les enfants du diable. Et les enfants du diable, vous savez pourquoi j'avais pris ce titre qui avait été mal compris? C'est parce que dans le monde scientifique, quand on travaille avec l'armée, on travaille avec le diable. C'est le nom de code de l'armée. Hein. Et les enfants du diable, ce sont les scientifiques qui travaillent avec le diable. Quoi. Et le livre commençait par le thème de Cassandre. Vous vous rappelez de Cassandre? Bien Elle sûr. avait été frappée par les dieux de cette malédiction de notre jamais cru. Ben voilà, ben moi je suis un Cassandre, c'est tout. Le Cassandre de la MHD, le Cassandre de la cosmologie, le Cassandre des bombes à antimatière. Et si on vous oppose, on va dire, d'autres scientifiques qui vous disent, écoutez, M. Petit, vous dites n'importe quoi, vous leur dites quoi, ces scientifiques? Je serais ravi de plonger à pieds joints dans cette fosse au lion, mais mettez-moi ces gens. Regardez, prenez un exemple. Vous avez un type qui fait des émissions quelquefois assez avancées, qui est Thinkerview. Vous vous rappelez Thinkerview? Oui, tout à fait.
Il m'a invité. Il m'a d'ailleurs assez maltraité. Des gens trouvaient que c'était assez. Mais il m'a dit j'étais obligé de faire ça pour ne pas faire croire que je vous servais la soupe. Et là, après, il avait été question qu'il m'invite avec des opposants. Hein, mais un opposant, deux opposants, tout ce qu'il veut. Il n'en a pas trouvé. Mais trouvez-moi un plateau de télévision où j'ai un opposant, un type qui accepte de me faire face. Vous ne trouverez personne. Voilà. Sinon, j'arrive. En France, on a eu il n'y a pas longtemps le décès du professeur Montagnier on va dire, décrivait lui-même comme un peu un aventurier de la science, un peu avant-gardiste. Il est allé au travers de diverses sciences. Vous vous décrivez un peu de la même manière? Je ne sais pas. Enfin, moi, je peux vous dire la chose suivante. Je n'ai aucun opposant. La seule opposition, j'ai fait une bande dessinée dans le temps que j'avais appelée Le Mur du Silence. C'est ça, c'est Le Mur du Silence. Vous êtes le premier homme de médias qui m'interviewe. Il n'y a personne. Vous ne trouvez ma présence sur aucun plateau, sur aucune chaîne, dans aucun journal. Comment expliquez-vous? Regardez, par exemple, j'ai créé ces 30 bandes dessinées des aventures d'Anselme Lanturlu. Il y a cette chaîne qui s'appelle Savoir sans frontières. J'ai 500 000 lecteurs. J'ai des traductions en 40 langues. Avez-vous déjà vu une évocation de l'existence de ces albums dans un journal? Que dalle. C'est le silence total. Alors, vous expliquez ça comment, ce silence? Vous les La, rangez? bien sûr, c'est la seule façon de lutter contre quelqu'un contre qui on ne peut pas employer d'arguments. Au contraire, je serais ravi d'être attaqué, ça me permettrait de répondre. Voilà. Alors, où puisez-vous votre inspiration de scientifique? C'est votre expérience, c'est le croisement de ces 60 années dont vous avez parlé, où l'empirisme rejoignait la théorie Vous savez, moi j'ai eu des rencontres fantastiques. J'ai beaucoup travaillé avec Lich Horowitz, avec des mathématiciens essentiellement. Ensuite, il y a un type qui a eu un énorme impact sur moi, c'est Bernard Morin, qui était un mathématicien aveugle, qui était un spécialiste de géométrie. J'ai rencontré ces gens-là, j'ai travaillé 20 ans avec Souriau. Également, j'ai été contacté par Grothendieck, Alexandre Grothendieck, le génie des mathématiques. J'étais à l'aise comme un poisson dans l'eau avec des gens comme ça. Et vous savez, quand vous allez vous rencontrer un premier mec, un deuxième, un troisième, vous mélangez tout ça, ça vous donne une espèce d'ouverture de culture qu'on n'a pas dans les études universitaires habituelles. Vous voyez, c'est tout. Vous savez, un type comme Souriau, vous vous rendez compte qu'il a publié tous ses travaux en français. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Il ne voulait pas. Il disait que l'anglais était une langue hégémonique et il fallait publier en français. Donc, il est très peu connu. Et puis, vraiment, ce sont des gens, je ne sais pas, moi, c'était l'enchanteur Merlin pour moi. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Eh bien, écoutez, Jean-Pierre Petit, merci beaucoup de nous avoir donné du temps. Donc, pour moi, c'était important que les gens puissent se rendre compte que cette technologie du MHD, elle avait été imaginée en France, elle avait été conceptualisée, elle a été justement, comme beaucoup de choses, développée à l'étranger. C'est pas une fuite des cerveaux, c'est ici une fuite de l'aspect très pratique de la technologie, puisque si les Russes ont aujourd'hui acquis cette supériorité militaire et que nos gouvernants, nos militaires ne sont pas capables eux-mêmes de conceptualiser cette technologie et même d'en estimer cette supériorité, on peut se poser des questions sur le rôle des gouvernants. Ce n'est pas que le rôle de la recherche. En tout cas, moi, j'étais très intéressé de vous recevoir. Je vous recevrai avec plaisir une nouvelle fois pour parler de vos bandes dessinées. Je suis un des lecteurs de ces bandes dessinées. Donc, je peux le dire, mais ça sera très intéressant peut-être pour vulgariser cette approche scientifique. Ça existe, une bande dessinée qui s'appelle Le Mur du Silence sur la MHD. Les gens n'ont qu'à aller sur le site de Savoir sans frontières, il est téléchargeable gratuitement. On ne peut pas faire mieux. Donc, c'est tout expliqué. Mais en tout cas, je vous remercie aujourd'hui. L'important, c'était que nos lecteurs, les Français, se rendent compte que en France, on a des idées. On n'a pas de pétrole, on a des idées. C'était pas de moi, mais de temps en temps, on manque peut-être des capacités d'exécution, de capacités d'écoute. Mais vous pensez que on a du retard, c'est pas rattrapable. Espérons que justement, on reviendra à la notion de la diplomatie, parce que quand on n'a pas de supériorité, on va devoir faire preuve de beaucoup de diplomatie. Mais vous savez, je veux dire la chose suivante quand même pour terminer, c'est qu'on a l'impression que les scientifiques sont ouverts, que le monde scientifique et politique est ouvert aux nouvelles idées. Il y a des idées qui sont dangereuses, des idées qu'on ne doit pas dire. Toute science n'est pas bonne à dire.
Écoutez, Jean-Pierre Petit, merci beaucoup aujourd'hui de ces éléments-là. Je reviendrai avec grand plaisir vous parler de science dans le prochain débriefing ou peut-être lorsque vous êtes de passage à Paris. En tout cas, chez François, on prend au sérieux l'expertise qu'il y a chez les citoyens parce qu'on s'est aperçu dans les dernières années, dans les 2 dernières années, que les citoyens avaient non seulement de la volonté, de l'expertise, des compétences, et que parfois il y avait une inversion. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des inversions matières, mais il y a des inversions dans les systèmes de valeurs, il y a des injonctions paradoxales qui font qu'aujourd'hui, les citoyens ont parfois pris plus la défense de la France que nos propres gouvernants. Voilà, et donc on aime bien avoir cette approche citoyenne de la science et de toutes les analyses possibles. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.